L'armée russe a besoin de soldats face à cette contre-offensive. On parlait de 200 000 soldats répartis le long du front. C'est très grand. Et il y a des endroits où on n'a pas assez de soldats. L'armée russe souhaite donc faire rentrer Wagner dans le rang et tenter de récupérer les soldats de Wagner. Le mot Wagner n'est pas prononcé, mais le décret pris par le ministère des Armées, dont on va parler maintenant, s'adresse aux milices privées. Donc évidemment, chacun pense à Wagner. L'épreuve de force s'engage. En clair, il s'agit de faire rentrer Wagner dans le rang. Elena, vous allez nous dire qu'il faut comprendre exactement de ce nouvel épisode de la bataille qui s'engage entre Wagner et le ministère de la Défense. D'abord, quel est ce décret? Que dit-il exactement? Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, quel est ce décret précisément et que dit-il? Eh bien voilà ce que déclare le communiqué du ministère russe de la Défense. Les unités de volontaires devront signer des contrats avec le ministère de la Défense avant le 1er juillet. Quelles sont ces unités de volontaires? Eh bien il s'agit de milices privées qui combattent aux côtés de l'armée régulière russe. Elles ne sont jamais citées explicitement, mais chacun pense en particulier à Wagner, la plus importante. De quel contrat parle-t-on? Eh bien, il s'agit de contrats signés avec le ministère en tant que militaires contractuels. En d'autres mots, Shoigu oblige les mercenaires à passer sous son commandement, soit en intégrant directement l'armée régulière russe, soit en lui concédant le contrôle de leurs milices. Dans tous les cas, cela veut dire qu'ils dépendront directement du ministère de l'Intérieur. Et pour bien faire passer la pilule, les plus hauts gradés évoquent les avantages sociaux rattachés à ce statut. Приказ предоставляет дополнительное избранное право всем защитникам выполнять свой воинский долг. И кроме того, распространяются все социальные защиты и права для семей военнослужащих. Donc, Lucille, ça ne veut pas dire stricto sensu que les milices vont purement et simplement disparaître. En théorie, non, puisqu'elles peuvent continuer à recruter. Pour l'heure, Sergueï Shoigu n'appelle pas à leur suppression, mais à leur subordination. Elles continuent donc à exister, mais elles pourraient bien ne plus avoir d'autonomie. D'ailleurs, le ministère prévoit d'élargir les possibilités d'engager des militaires et des volontaires dans les unités des forces interarmées et d'appliquer conjointement les ordres. Est-ce que certaines milices, parce qu'il y en a beaucoup en Russie, même si elles n'ont pas d'existence légale, je crois, à proprement parler, est-ce que certaines milices ont déjà donné leur accord pour appliquer cette règle? Une milice a dit oui, une milice de poids, celle du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov. Écoutez l'un de ses commandants. Сегодня произошло подписание контракта русской спецназом с Чеченской Республики, подразделение, которое изначально формировалось и готовилось непосредственно под руководством главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Данное подразделение за эти год и 3 месяца. Et la question que chacun se pose, évidemment, Lucille, Prigojine a-t-il dit oui? Prigojine, lui, n'a pas du tout l'intention de se soumettre à la règle. Et il l'a redit il y a quelques instants. И каким образом, отвечая на провокационные документы околовоенных чиновников Минобороны, ЧВК «Вагнер» не разжигает конфликт и не льет воду на мельницу. Et il tenait le même discours déjà hier soir, taclant au passage Shoigu. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему. ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективности большинство воинских частей не обладает. И именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять. Merci Lucille. Alors Elena, vous qui connaissez très bien, qu'est-ce qui se joue en ce moment? Est-ce que Shoigu marque un point important? Est-ce que Prigojine va devoir se soumettre? Beaucoup de choses. D'abord, pour le contexte. En Russie, pendant des années,
Et jusqu'à maintenant d'ailleurs, officiellement, les sociétés de mercenaires n'existent pas, elles n'ont pas d'existence légale. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez des organisations et des combattants paramilitaires qui sont désignés soi-disant comme étant des bénévoles, qui en fait sont des mercenaires. Je pense notamment à une organisation qui s'appelle l'Union des bénévoles du Donbass, qui est dirigée par le premier ministre de la dite République populaire autoproclamée de Donetsk, Alexandre Borodaï, qui comptait au début de l'invasion à grande échelle 16 000 membres, qui en fait sont des gens qui étaient payés, qui sont sous contrat, avec qui, comment, on ne sait pas très bien. Ce que disait Yevgeny Prigojine dans ce sonore, c'est-à-dire que de toute façon, on est déjà intégré, de toute façon, on a déjà des contrats, mais ce sont des contrats écrans, si je puis dire, qui n'appellent pas les choses par leur nom, qui sont des contrats de service, si vous voulez, avec le ministère de la Défense, qui ne sont pas des contrats où il est écrit que ce sont des unités qui sont envoyées au combat pour accomplir telle ou telle tâche. Donc, en fait, il s'agit de faire pour le ministère russe de la Défense un peu ce qu'ils ont fait au niveau local dans le Donbass depuis la guerre en 2014, au moment où ils ont envoyé des chefs de guerre, des sociétés de mercenaires, au moment même où ils ont créé Wagner, au moment où ils ont créé une armée locale avec des gens locaux à Donetsk, à Louhansk, en envoyant aussi des Russes, où il y avait plein de chefs de guerre, plein de formations paramilitaires. À partir d'un moment, l'armée russe a tenté de hiérarchiser tout ceci, de les intégrer dans ce qu'on a appelé les corps d'armée 1 et les corps d'armée 2 de Donetsk et de Louhansk, qui en fait étaient subordonnés à Moscou. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à plus grande échelle et avec l'invasion à grande échelle, avec toutes les formations qui combattent en Ukraine, y compris avec Wagner, c'est d'essayer de les subordonner, d'officialiser en fait leur existence, de les mettre aux ordres aussi évidemment, et de voir en cela qui est loyal et qui ne l'est pas. C'est ce qu'on a vu avec Kadyrov, qui évidemment tout de suite a prêté allégeance. C'était pas directement Kadyrov sur ces images, mais enfin c'était ses commandants. C'est ce qu'on verra avec l'Union des bénévoles du Donbass, ou ne verra pas d'ailleurs, parce que par exemple c'est une organisation qui est complètement invisibles, pas médiatisés du tout, mais ils sont bien là, ils combattent et ils ont des unités à travers toute la Russie et des bataillons à travers toute la Russie qui sont envoyés en Ukraine. Et évidemment, Prigojine a dit non parce que lui, il est en conflit ouvert avec le ministère russe de la Défense. Est-ce qu'il va pouvoir tenir sur cette position? Alors, il a créé une armée parallèle qui est colossale, qui compte des dizaines de milliers de combattants. Il a des gens comme Mikhail Mizin, c'est l'ex-bras droit de Shoigu, qui a fait défection, qui est devenu son propre bras droit. Donc, il a une structure parallèle et il est en guerre ouverte avec Shoigu. On a vu à travers les Wagner Leaks, par exemple, qui ont été rendus publics par un consortium de médias, des documents internes à Wagner. On a vu que par le passé, le ministère russe de la Défense a déjà envisagé de fermer Wagner parce que c'était un peu la créature qui a échappé à le monstre qui a échappé à son créateur. Là, ça a atteint des proportions où Prigojine va jusqu'à insulter Shoigu. Et c'est la réponse de Shoigu maintenant aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est une tentative de mettre sous coupe réglée effectivement Wagner parce que sinon c'est un vrai risque si vous voulez. C'est un peu un cheval de Troie Wagner aujourd'hui en Russie, avec Prigojine qui est le seul à dire la vérité à appeler une guerre, à dire la vérité. En tout cas, à donner des informations véridiques sur le nombre de morts au front, etc. Bien qu'il est à la tête d'un empire propagandiste. Mais enfin, c'est clair que là, c'est le bras de fer qui se poursuit, qui se durcit avec cette tentative du ministère de la Défense de mettre Wagner sous coupe réglée. Oui, général. Je pense que cette guerre montre en fait, ce qui nous surprend, c'est la faiblesse de l'État russe. Comment un État peut accepter une guerre interne pareille ? Donc derrière les apparences de l'autorité, etc., en fait, la structure est extrêmement faible. Ça, c'est le premier point. Et pour moi, extrêmement dangereuse. Parce que la déstabilisation dont nous parlons de l'armée russe probable, etc., ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il risque d'y avoir des guerres internes. Mais là, on peut dire justement que c'est Shoigu qui tente de reprendre le contrôle. Oui, non, j'ai bien compris. Toute la question est de savoir s'il peut le faire. Non, mais Shoigu essaye de reprendre le contrôle après 1 an et demi de guerre à quelqu'un qui, depuis, a accru considérablement son pouvoir. Et qu'il insulte quasiment tous les jours. Bien sûr. Et dont il dit, mais je me fous du ministre, moi je discute avec les généraux, et il a des généraux avec lui. Donc vous voyez, je rappelle que Surovikin, qui était un ami de Prigojine. Surovikin qui a dirigé un temps, entre guillemets, opération donc ça veut dire qu'il est capable peut-être, dans le cadre de la déstabilisation, de rallier à lui des généraux et peut-être des unités russes contre d'autres unités russes.
Donc c'était une situation extrêmement dangereuse. Mais au fond, Vincent. Vladimir Poutine est en train de récolter les fruits vénéneux de ce qu'il a semé. Il a contribué à la milicianisation de l'appareil militaire russe en sous-traitant tout ou partie de tâches délicates à Wagner ici, à Kadyrov là. Il y a un député de la Douma qui s'appelle Viktor Sobolev, qui a été le commandant de la 58e armée, qui a fait une mise au point assez insolite tout à l'heure en expliquant qu'au fond, ça ne concernait pas Wagner. Ce décret, enfin cette règle énoncée par Shoigu, puisque ça touche les formations de volontaires et que les gens de Wagner sont des mercenaires et non pas des volontaires. C'est de la propagande. Donc, c'est de la propagande, parce qu'en plus, il fait partie de ceux qui essayent justement de saper un peu l'assise de Prigojine. Mais ça ajoute un peu de confusion encore à un théâtre qui n'en manque pas. Ensuite, il y a effectivement cette référence que fait de nouveau Prigojine à Sourovikine. Vous vous souvenez, quand il a été propulsé commandant de théâtre, le patron du corps expéditionnaire, ça n'a pas duré très longtemps. Déjà à l'époque, Prigojine disait grosso modo que c'était le seul général de l'armée de la Fédération de Russie digne de ce nom. Il l'a redit hier ou avant-hier. Est-ce à dire qu'il veut l'attirer comme il a attiré Mizintsev, l'ancien vice-ministre, ou est-ce à dire qu'il a encore besoin d'une sorte d'agent de liaison avec ce qui reste de l'appareil militaire? Et puis tout dernier point, moi, que je trouve passionnant, vous vous souvenez qu'au moment où il y a eu une sorte d'alliance de circonstances entre Kadyrov et Prigojine pour critiquer les bras cassés du ministère de la Défense. À l'époque, déjà, on avait dit sur ce plateau, attention, alliance des circonstances, mais les agendas ne sont pas les mêmes. C'est tellement vrai que ce que l'on a vu, la scène avec les commandants de Kadyrov, ça suit une déclaration de Ramzan Kadyrov lui-même qui accusait Prigojine d'insubordination par rapport au patron. Donc on voit bien que chacun roule sous ses couleurs et que cet édifice un peu bancal, un peu bizarre, mélangeant des forces régulières ou présumées telles, des milices, des armées locales, etc., est en train de montrer les limites de sa cohésion. Juste avant de vous entendre, Elena et Antoine, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, quelques-unes des déclarations récentes de Prigojine, quelques-unes des amabilités récentes de Prigojine envers Shoigu, regardez, écoutez, montage Marion Désert. Шойгу, Герасимов, призываю вас, приезжайте на фронт, поднимите с пистолетами армию, чтобы вперед шли. Твари вонючие, вы что творите? Вы скоты, отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать. И те которые не дают нам боеприпасы, будут в аду жрать их потроха, Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Ambiance. Antoine et puis Elena. Oui, non, mais là, clairement, on voit qu'il a un agenda, Prigojine. Il ne peut pas se permettre de faire de telles insultes, de parler de provocation de la part de Shoigu avec cette nouvelle question d'un contrat avec la milice Wagner. C'est clair qu'il a un agenda politique et c'est clair aussi que se confirme le scénario que on présente sur ce plateau depuis déjà plusieurs semaines, à savoir qu'il y a un schisme interne au sein du FSB. Il y a un FSB qui se range du côté de Poutine, de Shoigu, et une partie du FSB qui mise sur Prigojine en comprenant que la guerre est perdue. Donc là, je pense que ce qu'on voit, c'est un épisode de plus, une radicalisation supplémentaire qui montre que la situation n'est pas tenable. Ça va finir par exploser au Kremlin même. Au Kremlin même. Question, Elena, justement, ce décret peut-il avoir été publié par le ministère des Armées sans l'aval de Vladimir Poutine? Non. Clairement non. Et sur le terme, je voulais revenir justement sur le terme mercenaire et bénévole. Sur le lexique, sur le langage propagandiste, c'est extrêmement important parce que la propagande russe met un point d'honneur à ne jamais appeler un mercenaire et à dire que tous ceux qui combattent côté ukrainien sont des mercenaires lorsqu'ils disent par exemple ils ont eu tant de pertes, etc. Même s'il s'agit de l'armée régulière ukrainienne. Ils disent les mercenaires ont perdu tant. Vous avez trois termes, grosso modo, c'est nazis, terroristes et mercenaires. Pour dire que parce que le bénévole incarne la cause. Le combattant bénévole, c'est celui qui va se battre pour la cause. Le mercenaire, c'est celui qui va se battre pour l'argent. Et ça, c'est extrêmement intéressant et important. C'est-à-dire qu'en Russie,
toute la force combattante qui n'est pas armée régulière est appelée bénévole. Les mercenaires n'existent pas. Et donc, en ce sens, lorsqu'on signe un décret pour dire que les bénévoles doivent signer un contrat avec le ministère de la Défense, le mercenaire n'existant pas dans cette histoire, cela inclut évidemment les mercenaires. Et ensuite, sur l'agenda politique de Prigojine, je rejoins totalement ce que disait Antoine, d'autant plus qu'il est parti récemment en tournée de recrutement à travers la Russie, que vous avez des élections générales à venir en septembre, une élection présidentielle à venir l'année prochaine. Vladimir Poutine ayant eu, et là je vais pousser un petit peu loin, donc c'est juste une théorie, mais ça vaut ce que ça vaut, au cours de ces élections présidentielles passées, Vladimir Poutine ayant toujours eu des opposants fantoches, en 2012 en la personne de l'oligarque Mikhail Prokhorov, en 2016 en la personne de Ksenia Sobchak, il a toujours eu, si vous voulez, cette une opposition à sa main. Une opposition. Aujourd'hui, en Russie, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, c'est Yevgeny Prigojine. Ah, vous le dites comme ça. C'est très cynique et c'est très caricatural, oui. Mais malheureusement c'est vrai. C'est-à-dire que c'est le seul qui critique le pouvoir au plus haut sommet, en l'espèce Shoigu, Gerasimov, peut-être pas allant jusqu'à Poutine, quoique on s'est posé la question sur ce plateau, mais c'est vrai qu'aujourd'hui Prigojine a l'air d'avoir des ambitions politiques. Alors est-ce un projet du Kremlin? Est-ce que ses propres ambitions à lui? Ça c'est une vraie question. Et il a le poids dans l'opinion pour Alors, assumer vous voyez ses des habitants aujourd'hui au sud de la Russie qui sont sous les bombes et qui appellent Prigojine à l'aide. Ouais. Avant, il n'y avait qu'une seule personne qu'on appelait à l'aide en Russie, et largement c'est encore le cas aujourd'hui, c'est Vladimir Poutine, qui a toujours incarné dans la verticale du pouvoir celui qui n'ont pas créé les problèmes mais apporté les solutions. Aujourd'hui, vous avez une autre image du sauveur, si vous voulez, en l'espèce Prigojine, parce que la propagande russe a aussi créé cette image de la valeureuse armée Wagner. On ne voit plus du tout ces reportages, mais pendant un moment, lorsque Wagner est sorti de l'ombre, sur les chaînes de télévision russes, c'était, notamment chez notre ami Vladimir Solovyov, c'était les héros de Wagner, les combattants invincibles, les hommes, les Robocop, si vous voulez, qui partaient au front, qui savaient toujours pourquoi ils avaient 2 grenades et non pas une, etc. Donc la créature lui échappe, selon vous, et ce décret pourrait être une façon de tenter de le remettre sous contrôle? Oui, ou alors de créer, si vous voulez, cette espèce de fausse opposition à l'intérieur de la Russie. Enfin, ça peut être, il y a plusieurs lectures possibles. Un dernier mot, Vincent. Oui, il me semble que Prigojine garde, peut-être pour la forme, encore 2 fers au feu. C'est-à-dire qu'il évite à ce stade de défier frontalement Vladimir Poutine lui-même. Dans ses déclarations récentes, il dit que il est là pour servir uniquement les intérêts de la patrie et du commandant en chef suprême de l'armée. Donc il feint en tout cas de respecter encore le personnage de Poutine en accablant son entourage. Et puis pour terminer sur une boutade, l'ultimatum de Shoigu, c'est le 1er juillet, mais il ne précise pas de quelle année. Oui, alors un tout dernier mot. Un dernier mot quand même pour rappeler qu'il y a actuellement 700 000 personnes en Ukraine qui n'ont pas accès à l'eau potable. C'est une catastrophe écologique terrible. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le président Macron rencontre le chancelier Scholz et le président Duda. Ils vont parler forcément des garanties à donner à l'Ukraine avant Vilnius. Mais j'espère qu'ils vont parler aussi du scandale absolu qu'a été l'explosion du barrage. On en a largement parlé. Mais pas du côté politique. On n'a pas entendu une parole forte de l'Union européenne condamnant cet écocide comme une des plus graves catastrophes de l'histoire du XXIe siècle. Donc on attend ça, les Ukrainiens attendent ça. Il y a parfois des mots qui psychologiquement sont importants. Là, il y a 700 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Les Allemands envoient déjà des stations de purification de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait, nous? La France aussi. Oui. La France envoie, je ne sais pas si elle envoie de la purification des eaux. En tout cas, on aimerait entendre. Elle a annoncé envoyer tout de suite de l'aide humanitaire. Oui, de l'aide humanitaire. Dont des stations d'épuration d'eau. On voudrait l'entendre. Ça a été annoncé dès le premier jour. Emmanuel Macron aura peut-être l'occasion de le dire ce soir. Il doit s'exprimer aux alentours de 19h40 à peu près ce soir. Merci beaucoup, Général Trinquant. Merci Vincent, merci Antoine et merci